Fallait que ça vienne. Alors, ça fait partie des objectifs qu'on avait fixés avant la fin de l'année. On a pris un peu de retard, on l'a décidé, je ne vais pas vous tourner autour du pot, mais bon, à aujourd'hui, c'est entre nous. Voilà. C'est tout simple, c'est que on va pas avoir les moyens de publicité que peuvent avoir un groupe comme Unilever ou Nestlé. Nous, le moyen, ils seront forcément nettement plus limités. Par contre, comme on a utilisé pendant le conflit les technologies modernes, on a beaucoup communiqué avec Internet, etc. Donc on a au niveau national eu une couverture assez importante. On a eu pas mal de reportages sur nous, même au niveau national. Même au niveau international, on a eu des choses qui se sont faites. Donc on sait, parce qu'ils nous tannent, encore aujourd'hui j'ai eu un coup de téléphone de Front National où ils attendent que ça. Donc on veut, il y a de fortes chances que le jour où on démarrera l'activité, il y aura un reportage sur nous, au niveau national. Il y aura peut-être un 13h ou un 20h sur la 2, sur la 1, sur la 3. Donc tant que se faire se peut, pour nous ça fera de la pub gratuite. Et on se dit, le jour où ça viendra, il faut que les produits soient dans les rayons. Et on veut réserver un peu comme faire un scoop avec ça et qu'on lance la marque à ce moment-là. Et ça, c'est la première des réponses. La deuxième, c'est que la décision a été prise il y a une semaine, hein, c'est ça, une semaine, on l'a décidé en assemblée générale. On avait 3 pistes et on en a retenu une. On a une équipe de marketing qui a travaillé avec nous, dont le jeune qui gère l'équipe a fini il y a 6 mois en arrière ce qu'il a appelé le Tour de France du Made in France dans le textile. Et donc ils nous ont aidés à travailler là-dessus. Ils ont fait un gros travail, c'était intéressant. Et il y avait 3 pistes, on en a retenu une. Et c'est pas encore déposé à l'INPI, donc il faudrait pas quand même que celle qu'on a retenue et qu'on a eu du mal à retenir, si on la communique trop vite, on se la fasse souffler sous le nez, quoi. Voilà. Je peux peut-être juste vous dire une chose, parce que voilà, celle-là, nous on était sur ça, mais bon, ça sera pas ça, donc ça on peut vous le dire. On avait l'idée de garder Fralib, parce que la communication sur les Fralib était importante. Bon, ça sera pas Fralib, ça je peux vous le dire, au moins ça. On voulait Fralib parce qu'en fait, nous on a rajouté, je vous ai dit, Fralib ça veut dire Française d'alimentation et de boisson. Nous on a rajouté un S, et de Française d'alimentation et de boisson, pour nous c'est devenu Fraternité, Liberté, Solidarité. Et avec les t-shirts qu'on a amenés ici, là, et qui est avec les 1336 jours de lutte. Bon, pourquoi on ne l'a pas utilisé, c'est que en discutant avec l'équipe de marketing, en approfondissant le sujet, c'est sûr que c'était bien de le mettre, mais être marqué trop, nous ce qu'on veut c'est vraiment redémarrer l'activité point de vue industriel. Donc c'est sûr que tous les militants qui nous ont suivis, tous ceux qui sont plutôt dans la même idéologie que nous au niveau de la résistance qu'on a contre le système capitaliste qu'on subit tous, ils auraient acheté, ils auraient suivi, mais bon, dans les consommateurs, il n'y a pas que des gens qui sont forcément favorables à ça, et nous, il faut qu'on touche la totalité des consommateurs. Donc on a plutôt cherché une marque qui nous appartient, qui parle de notre histoire, mais qui soit aussi à la portée de tout le monde, qu'on soit voilà, marqué au rouge, et puis il va falloir travailler avec la grande distribution. Je ne vais pas vous cacher que la grande distribution, c'est pas forcément... On a la même expérience à Carcassonne avec les ex-Pilpa. Il va demain, ouais. Ils y vont demain d'ailleurs. Et la glace, c'est une scope là aussi. L'activité a repris. Et on a réussi à s'implanter dans un certain nombre de supermarchés, etc. Et ça s'appelle la Belle Ode. Donc acheter de la glace, la Belle Ode. Et là aussi, c'est le même... moi, c'est ce qui me frappe le plus, quoi. C'est à quel point, en même temps qu'ils se sont énormément battus, comme il a expliqué, sur tous les enjeux pour leur boulot, pour pas perdre d'emploi, etc. Cet amour du métier et du produit bien fait, et du bon produit, le bon thé, il a dit, le bon thé, la glace, par exemple, la Belle Ode, ils ont une glace de caramel au beurre salé. Le sel, ils le prennent dans les salines de Gruessant, dans l'Aude. Voilà, il y a ce souci aussi en même temps écologique, quoi.
C'est pas la peine qu'on aille chercher des produits partout, les transporter en bateau, etc. Je me passe des meilleurs. Je vous le dis parce qu'y compris en plus, j'ai mené une bataille. On est en train de mener une bataille avec les dockers et les douaniers sur les gaz toxiques dans les conteneurs. Il faut savoir que tous les produits sont ramenés dans des conteneurs et pour que les produits ne soient pas attaqués par des bêtes dans les bateaux, etc. Parce que tous les produits, d'un point de vue international, sont transportés dans ces conteneurs. Ils arrivent à Rotterdam, à Hambourg, etc., au Havre et tout, et puis c'est ventilé après. Et donc, on met des gaz toxiques qui sont de la hauteur des gaz interdits. Vous savez, quand il y a les conflits, quand il y a la guerre, quand on nous dit qu'il ne faut pas mettre des gaz, c'est des gaz qui tuent. Et on met ça dans les conteneurs. Et donc on est en train de mener une bataille parce que quand il faut ouvrir les conteneurs, on a eu des soucis de santé de la part des dockers, etc., etc. Donc vous voyez ce que subissent aussi les marchandises quand on les transporte. Alors il faut en transporter, comme il disait, le thé ça ne se fait pas en France. Bon, il faut aller le chercher. Mais bon, il y a plein de trucs où on pourrait... Quand je vois par exemple, moi je monte régulièrement à Paris, et qu'à côté de Montreuil, à Saint-Mandé, je vois le marché, et que là, en plein mois de février, il y a des cerises d'Argentine, je me dis qu'on peut se passer de cerises en plein hiver quand même. Mais sur la partie traitement chimique aussi, quand je vais au Vietnam en août 2012, je rencontre le président du thé vietnamien. Nous, on avait deux questions importantes par rapport à des sujets majeurs sur ce qui nous concernait par rapport à un partenariat avec le Vietnam. C'était est-ce qu'il sera en capacité de nous fournir par rapport aux quantités. Donc là, j'étais vite calmé. Nous, on a un projet sur 1000 tonnes. 1000 tonnes, thé et plante aromatique. Plante aromatique, c'est plus important. Donc le thé, c'est un peu plus modeste pour nous. Lui, tout de suite, il m'a parlé de 200 000 tonnes de production de thé au Vietnam, dont 60 000 consommés, 70 000 consommés au pays et le reste en importation. Donc donc là-dessus, il nous a plutôt rassurés. Et l'autre question, c'était tout ce qui tourne autour de l'utilisation des pesticides et de comment il gère cette partie-là. Donc il n'a pas caché qu'il y a notamment même aussi certains des traitements qui peuvent se faire, ils sont interdits par le gouvernement, mais bon, des producteurs pour essayer de gagner un petit peu, il y en a, mais bon, ils ont mis en place un certain nombre de choses et ils sont aidés, notamment le Conseil général du Val-de-Marne les aide à travailler là-dessus pour avoir des produits de qualité. Alors, sur le thé centenaire, celui qu'on a là aujourd'hui, on a amené du thé vert du Vietnam, là, il y en a ici, il y a du tilleul menthe et du tilleul menthe, on a et de la menthe nature aussi, je crois. Mais sur la partie thé, donc ce qu'il m'a expliqué à un moment donné, c'était pour l'export, il vendait une partie pour le Lipton Yellow, c'est un mélange de 6 jardins avec des spécificités sur chaque jardin, sur chaque type de plante. Il y a une des composantes du thé Lipton Yellow qu'ils peuvent trouver au Vietnam. Donc Unilever se fournit sur une de ces plantations au Vietnam. Et donc le président du thé national du Vietnam, en rigolant, il me dit le seul groupe, il travaille avec les Russes, il travaille avec le Paraguay, il travaille, donc il y a des exportations de partout. Le seul groupe qui leur demande de rajouter un ingrédient chimique pour le transport dans le thé, c'est le groupe Unilever pour le Lipton Yellow. Voilà, il n'y avait que là, et qui leur imposait pour les transports. Voilà. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Et sur la partie naturelle, je parlais des plantes, mais sur l'aromatisation aussi, nous on a un projet, alors ça mettra un petit peu plus de temps à le remettre en route. On avait un système, comme tout à l'heure je disais qu'on avait un système d'aromatisation unique au monde, où on travaillait avec Grasse, on travaillait avec des arômes naturels, on travaillait avec du citron, on travaillait des gousses de vanille, on travaillait avec des fruits rouges, enfin vraiment avec que des produits naturels. Et on avait un process assez technique, mais pour faire très court, la feuille de thé, elle est séchée. Une fois que nos mélanges étaient faits, notre base était faite, on la mettait dans une espèce de grande cocotte minute où on a injecté de la vapeur. Avec la vapeur, la feuille de thé s'ouvrait.
avec des temps évidemment de travail à chaque fois en fonction des mélanges. Et une fois que la feuille était ouverte, on y injectait l'arôme, on malaxait tout ça, et ensuite ça partait sur un huile fluidifié, c'était séché, la feuille de thé se rétractait et captait l'arôme à l'intérieur. Ça avait plusieurs aspects intéressants, c'est que d'abord c'était de l'arôme naturel, donc forcément nettement meilleur. Deux, au niveau de la granulométrie, on avait exactement la même densité sur tout le produit, donc dans chaque sachet, même s'il faisait qu'1,6 g, vous aviez exactement le même arôme dans chaque plante de thé. Et on a des délais LUO, nous, de 2 ans maximum, même si pour certains produits, certains mettent 3 ans, mais nous, c'est 2 ans. Je peux vous garantir, pour avoir ouvert des thés citron ou vanille 5 ans, 6 ans après, c'était exactement la même saveur. En 2000, quand ils abandonnent cette aromatisation-là, ils viennent sur de l'arôme de synthèse. Et on a des arômes encapsulés. Alors c'est des petites billes avec l'arôme qui est capté dedans, ça n'a aucune saveur, vous les prenez dans la main, ça ne sent rien du tout. Par contre, quand vous mettez le sachet dans l'eau bouillante, au contact de l'eau chaude, là, la capsule s'ouvre, et là ça vous dégage une odeur de folie. Et donc ils ont favorisé ça. Alors évidemment, d'une arôme de synthèse, donc on est plus proche du chimique que on avait des cartons dans l'atelier avec l'arbre mort, le poisson mort, c'était ça qu'on mettait dans les sachets. Hein. C'est ce qui nous imposait de faire. Donc déjà d'une, évidemment ça pas forcément recommandable, et deux, au niveau de la granulométrie, comme c'est pas la même densité, sur nos machines, vous pouviez avoir des sachets avec plein d'arômes, des sachets sans arôme du tout, etc. Donc au niveau de la qualité, vraiment rien à voir avec ce qu'on a pu faire avant. Donc nous on a le projet de remettre ça en place, en même temps que la ligne de coupe, et de recouper nos plantes directement sur place. En fait, sur certains secteurs, on ne va rien réinventer, hein, parce que notre travail, on le connaissait bien, donc on part sur le fonctionnement dans l'entreprise pur, on repart sur ce qu'on savait faire et comme ça fonctionnait avant. Après, ce qui change beaucoup, c'est que, on a la chance, c'est que sur le site, je parle bien sur le site au niveau industriel, hein, pas tout ce qui est en amont, comptabilité, etc., tout ça, il faut qu'on construise, on n'est pas forcément bien outillé aujourd'hui pour ça, donc on se forme et on va chercher ailleurs là où on n'aura pas les compétences en interne, mais sur le fonctionnement de l'entreprise pure, on a toutes les compétences, on a conservé toutes les compétences, que ce soit au laboratoire, que ce soit au niveau opérateur, au niveau technicien, tout ça on a. Donc sur l'organisation, on va conserver exactement la même organisation qu'on avait avec du temps d'Unilever. Par contre, il est clair que le fonctionnement qu'on veut nous avoir, c'est que chaque salarié soit responsabilisé, se prenne en main. Alors c'est pas simple, hein, parce que pour certains, ils l'ont déjà acquis. Les 4 ans de lutte d'ailleurs ont permis un peu à ça. Pour d'autres, on n'efface pas 30 ans ou 35 ans de travail avec Unilever comme ça du jour au lendemain. Et encore, malheureusement, certaines, si quelqu'un n'est pas là pour leur dire il faut faire ça, ils font pas. Alors, on essaye de faire en sorte que ça. Alors, moi je suis optimiste parce que on est encore dans une situation où c'est compliqué. On n'a pas redémarré encore officiellement l'activité. Depuis le mois de mai qu'on a repris, on est soit salarié encore d'Unilever comme moi, ou soit inscrit au Pôle emploi. Donc les copains sont au Pôle emploi et ils viennent à l'usine, entre guillemets, bénévolement. Donc tout ce qu'on construit aujourd'hui, c'est pas avec un salaire en face, c'est l'indemnité Pôle emploi et ils viennent. Donc le contexte est quand même un petit peu particulier. Mais malgré tout, certains d'eux-mêmes ont pris, par exemple, on est en train de chercher à obtenir la certification IFS pour pouvoir travailler pour la grande distribution, parce que c'est le meilleur moyen pour nous, sur la capacité qu'on a de l'usine, d'avoir des volumes d'activité importants si ce n'est pas la totalité, au moins une grande partie, payer tous les coûts fixes de l'entreprise. Et comme ça, notre projet, on peut le porter plus sereinement.
Donc on a besoin de ces volumes d'activité, donc on est en discussion avec pas mal de grandes centrales pour leur faire à façon leur marque distributeur. Alors, dans les conditions que nous demandent, hein, là, voilà, ça sera leur produit et nous, on fera que le façonnage, mais on a besoin de ça. C'est pas forcément que c'est glorieux de le faire ou c'est forcément très très intéressant pour nous, mais bon, si on n'a pas ça, c'est le meilleur moyen pour nous d'avoir des volumes d'activité conséquents pour pouvoir asseoir les coûts fixes. Et à côté de ça, on travaille sur notre propre marque. Donc, pour avoir cette certification-là, c'est une somme de travail énorme. C'est remettre en place un certain nombre de documents de certification. Et là, on a des copains, des copines où c'est pas du tout le métier. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, pour certains, ils étaient techniciens. Aujourd'hui, ils sont au labo à travailler sur les documents à mettre en œuvre, sur la sécurité alimentaire, voilà. Donc, ce qu'on dit un petit peu, bon, moi, j'ai toujours fait du sport depuis très jeune. Je suis éducateur sportif en foot, donc il y a un terme qui me plaît bien de mettre dans le sport, dans ce qu'on est en train de vivre, c'est que je dis à tout le monde, il va falloir qu'on dépasse nos fonctions. Comme dans le foot, on demande à des joueurs pour pouvoir donner le petit plus en fonction du poste qu'ils occupent. Si on veut vraiment créer la différence, faut dépasser sa fonction. Là, c'est pareil. Mais là, on le fera d'autant plus facilement, où là, on sait pourquoi on le fait. On ne le fait pas pour donner quelques euros en plus, quelques milliers d'euros en plus à des actionnaires. Là, on le fait pour que notre entreprise fonctionne et elle marche. Et et là, dans nos statuts, on l'a écrit clairement, il n'est pas question pour nous de devenir des actionnaires. Pas du tout. Nous, ça, ce qu'on a combattu pendant des années, c'est radié dans nos statuts. Il y avait une possibilité de le faire. Hein. Vous pouvez, dans les statuts d'Unscope, faire en sorte que le capital versé par les coopérateurs soit rémunéré. Nous, cette partie-là, on a dit pas question. Voilà. Non, mais c'est comme ça. Nous, on veut que l'ensemble des bénéfices qui vont sortir de l'entreprise à un moment donné, j'espère le plus rapidement possible, ils servent à être réinjectés dans l'entreprise pour la faire évoluer et être créateur d'emplois. Et plus on pourra créer des emplois, et plus on sera content. Là, on repart à 56 aussi, hein. Avec une montée en puissance, puisque on va caler le montage de l'activité en fonction de la situation des copains et des copines. Donc moi, par exemple, qui viens d'être licencié, je rentre dans un congé de reclassement, on fait payer Unilever le plus possible. Donc je reste en congé de reclassement sous Unilever encore pendant 15 mois. Une partie des copains, les moins de 50 ans, ils seront en fin de droit au mois de mai, donc ça va être les premiers qui vont rentrer dans la SCOP comme salariés. Donc on prévoit de rentrer 30 salariés à partir du mois de mai jusqu'à la fin de l'année. Il y en aura 30 qui rentreront en 2015. Les plus de 50 ans rentreront en 2016, puisque leur droit au Pôle emploi est plus long. Et puis après, les derniers, pour arriver à 51 en 2017. Donc du coup, on cale la montée en puissance de l'entreprise par rapport à la montée des effectifs. Avec aussi, comme on a, même si ça ne s'est pas fait en tripartite, les négociations à la fin, mais le ministère du Travail a été impliqué fortement dans la dernière ligne droite, et on était directement avec le directeur de cabinet du ministre du Travail sur la dernière partie de la négociation. Donc il y a des engagements de l'État dans notre dossier sur tout ce qui sera au niveau de la formation. Donc on va caler aussi des formations dans l'entreprise pour les salariés en lien avec la montée en puissance et sur les secteurs qu'on maîtrise pas. La partie commerciale, on découvre. Donc au début on l'a fait. Je peux vous garantir, là cette semaine, mercredi, j'étais avec le commercial qu'on a recruté dans 2 centrales. Bon, il y a des fois, on se mord la langue, quoi. Voilà, parce que faut travailler et puis il faut que ça vienne dans l'usine. Mais bon, on a envie de, bon, c'est pas simple. Non, ça fera partie. La politique salariale, on n'a même pas encore. On a commencé à en parler, ça fait partie de l'objet des discussions qu'on a en cours et qu'on a à trancher.
On a plusieurs hypothèses. On a des copains qui sont sur les 57 plutôt sur l'idée de dire salaire unique. D'autres qui sont sur on prend le salaire qu'on avait avec Unilever et alors évidemment moins l'ancienneté, puisque là les indemnités qui ont été versées règlent l'ancienneté, mais moins les primes, puisqu'on ne fera pas les nuits, et on part sur cette base là. D'autres c'est sur un salaire unique par catégorie professionnelle. Donc voilà, donc ça on est en train de le travailler, de le mettre en place. C'est clair qu'on partira certainement un peu prudent et plus bas que ce qu'on... Enfin, le plus prudent possible, de manière à donner toutes les chances à la SCOP d'être pérennisée. Mais après, derrière, cette question-là de la politique salariale, on la débattra avec les coopérateurs. Et quand il y aura, et ce qu'on espère bien très rapidement, des résultats positifs dans l'entreprise, c'est les coopérateurs qui décideront. Mais par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que pour nous, il n'est pas question qu'il y ait des écarts importants entre les plus bas et les plus hauts salaires. Pour nous, ça c'est primordial. On a une revendication dans notre fédération, c'est un SMIC à 1850 € et un écart entre le plus bas et le plus haut de 1 à 4. Déjà, même là, de 1 à 4, c'est énorme. 1850 x 4, ça fait pas loin de 5000... non, ouais, 7400. Imaginez 7400. Qu'est-ce qu'ils foutent les gens avec 7400 €? Faut pas déconner. Non mais franchement, moi des fois je vois des émissions à la télé où tous sont autour de la table et qui parlent du problème des coûts des salaires, mais moi j'ai envie d'y aller et de les dire, mais attendez, combien vous gagnez? Mais qu'est-ce que vous foutez avec 6 000 € par mois? Oh, il y a des gens, ils arrivent à vivre avec 1500, 1600 €. C'est dur, mais bon, voilà, si vous avez, nous avec, par la lutte, par rapport à tout ce qu'on a mené, on avait des salaires dire comme ça, convenables. Voilà, si on arrive par rapport à ce qu'on va mettre en place à conserver nos salaires, mais ça nous va très bien, ça va. Ouais. Ouais. Oui, il est sur le salaire universel, lui. Non, mais la question vraiment sur la répartition des salaires en entreprise, qui se passe pas soit pas sur le poste soit sur le poste sur lequel ils sont commercial, qui gagne mais sur les qualifications au sein de l'entreprise. Là, c'est en pleine discussion chez nous. Mais c'est ce qui est compliqué, parce que déjà, c'est compliqué entre nous, là, déjà. Ceux qui sont issus, qui ont mené la lutte, et parce qu'on sort d'une individualisation du salaire par Unilever qui a fait des distensions dans l'entreprise. Mais là, de tête, sur les 58, on repart, on a fait une analyse et on est parti en transparence entre nous. On a publié, on a regardé où on était. Et c'est de la faute de personne entre nous si à un moment donné il y en a qui a ce salaire-là, parce que c'est Unilever qui a mis ça en place. Et donc de tête, l'écart en salaire net, il est entre 1600 €, ça va de 1600 à 2600, un peu comme ça, l'écart sur les 56. Donc on a ça à regarder. Soit on repart sur ça, ou soit on fait une moyenne, voilà. Donc on n'est pas sur des gros écarts. Donc grosso modo, si on pouvait redémarrer, de toute façon, on a déjà bâti, par contre entre nous, que cette masse salariale-là, si on prenait cette masse-là, on ne dépassera pas celle-là. Si on doit faire un choix, ça sera forcément dans ce cadre-là au niveau de la masse salariale. On ne dépassera pas ça. Donc du coup, ça exclut de mettre des salaires. Par contre, comme il y a des compétences qu'on n'a pas et qui est à l'extérieur, directeur commercial, et là, le problème, c'est que si vous voulez avoir des gens qui travaillent pour vous, etc., eux, ils ne sont pas dans le même, entre guillemets, dans le même trip que nous. Et donc, du coup, là, c'est compliqué. Alors, pour le moment, entre guillemets, là, on a trouvé une solution qui est... Alors, c'est pas celle qu'on cherchait au départ, mais du coup, ça nous va très bien. Parce que, du coup, ce sont des gens qui travaillent, mais qui restent à l'extérieur. Donc, ce sera une prestation de service extérieur. Alors, même si, entre guillemets, c'est quand même la même chose, parce que la rémunération, il l'aura, mais bon, ça ne sera pas dans les salaires, et c'est une prestation extérieure par rapport à ce qui nous est fourni. Donc pour l'instant, on le gère de cette manière-là. Mais après, c'est clair qu'à un moment donné, nous, ce qu'on veut, c'est que l'écart entre le plus bas et le plus petit ne soit pas conséquent, là, de l'ordre
entre 1,5, ça me paraît. Les copains de la Fabrique du Sud, par exemple, c'est des écarts de 1300 à 1750, si je ne me trompe pas, et avec des écarts très serrés. Ils ont 3 ou 4 niveaux de salaire, c'est tout. Ils ont décidé entre eux. Au départ aussi, ils étaient partis sur l'idée d'un salaire unique pour tout le monde. Donc ça, ils l'ont abandonné. Ils sont sur donc l'idée, est-ce que ça sera sur le poste du travail ou est-ce que ça sera sur la compétence des personnes? Nous, on a de toute façon, c'était déjà le cas avant, et là maintenant, avec ce qu'on va mettre en œuvre, entre guillemets par obligation, de toute façon, comme je disais, on va demander aux gens de dépasser leurs fonctions, on va avoir une ultra polyvalence dedans. Aujourd'hui, on occupe des fonctions où on va au contact, etc., de responsable de l'entreprise. Moi, mon poste de technicien de départ, si demain, à un moment donné, je suis à l'usine et puis qu'il y a un problème sur les machines, mais ça ne me pose pas de problème d'aller mettre les mains dans le cambouis, d'aller sur la machine, c'est pas un souci ça. Et ça ne doit pas être un souci pour qui que ce soit. Donc du coup, on ne peut pas l'attacher au poste de travail, puisque là, du coup, le poste, il va être multiple. Donc il y a toute cette réflexion-là, mais c'est intéressant parce que du coup, moi j'avais un peu peur que ça divise un peu, c'est pas facile, 3 ans et demi de lutte et tout ce qu'il y a derrière. On arrive à avoir les discussions, je ne vais pas dire que je serais menteur de dire que c'est simple, mais c'est serein. Ça discute, il y a des échanges, tout le monde n'est pas forcément du même avis, mais ça va, on arrive à échanger là-dessus. Je ne sais pas sur quoi ce qu'on va décider réellement, mais ça va. Je pense qu'on va trouver une bonne solution. Je voulais savoir en termes de commercialisation, si vous avez l'impression de travailler avec des... Non, notre gamme, il y a une gamme bio qui va sortir, ça c'est clair. On va faire, alors ça reste encore en discussion. Est-ce qu'on met la même gamme en GMS et la même gamme en circuit bio? Parce qu'on est très demandé, on a beaucoup de contacts avec tous les Biocoop, etc. Donc après, c'est clair que les Biocoop, avoir le même produit dans la Biocoop que dans la grande distribution, c'est un petit peu, pas forcément. Mais nous, on a cette chance, c'est qu'on a plusieurs types d'équipements. Et on a des équipements qu'on peut, avec des produits de qualité différente, notamment on joue avec la granulométrie, avec la grosseur des feuilles. Et on peut faire par exemple les sachets de thé qu'on a là, de thé du Vietnam. Ça par exemple, ça peut être peut-être une catégorie qui ira plus sur les Biocoop et qu'on ne trouvera pas forcément dans la grande distribution. Ou nos boîtes fer, pour ceux qui connaissent les boîtes fer qu'on avait, ça peut-être on va le mettre plus dans les Biocoop que dans la grande distribution. Et on ira sur la grande distribution sur des produits un petit peu plus classiques, le sachet double chambre classique, etc. Mais par contre, il y a de fortes chances que ça sera le même nom de marque, parce qu'on ne peut pas se payer le luxe d'avoir 2 marques. Parce que déjà c'est compliqué, la communication, il va falloir qu'on se fasse connaître. Donc c'est ça qu'il faut qu'on discute avec les Biocoop, parce qu'on sait que les Biocoop aussi, ils aiment bien, s'il y a une marque qui est dans la Biocoop, qu'on ne la retrouve pas dans la grande distribution. Donc nous, il y aura la même marque, mais par contre pas avec le même emballage. Donc, et pas le même type de produit. Dur. C'est dur. Enfin, c'est dur, mais d'un côté, parce que vous le voyez dans les communications de certains, il y en a une des grandes centrales, c'est une coopérative. Système U, c'est une coopérative à la base. Donc c'est des regroupements de petites enseignes. Bon, après, est-ce que c'est aujourd'hui réellement? Est-ce que c'est la même coopérative que Scopti? Je crois pas. Mais dans la communication, ils ont ça. Et après, ils ont quasiment tous, on le voit bien, Carrefour est là-dessus. Il y a pas mal de grandes enseignes où ils viennent beaucoup sur de communiquer que les produits viennent soit au niveau régional ou tout au moins au niveau national. Donc nous, on va y être là-dessus. On va y être sur. Alors, est-ce qu'on utilisera, parce qu'après, on sait très bien ce qu'ils font, les grands groupes. Est-ce qu'on va prendre les mêmes termes qu'eux? Est-ce qu'on prend Made in France? Est-ce qu'on le prend Made in Marseille? Je ne sais pas ce qu'on fera exactement pour communiquer, mais on va essayer de trouver quelque chose qui permette qu'au consommateur il identifie clairement que c'est nous et que ça c'est fait, notamment sur les plantes aromatiques, ça vient de France et que c'est fait en France. Pour le thé, ça peut venir, forcément ça viendra d'ailleurs, mais c'est conditionné ici en France. Il faut qu'on trouve le bon moyen de montrer que c'est pas un leurre. Parce que, par exemple, ce que fait Unilever, mais ce que font d'autres groupes,
La marque Amora appartient au groupe Unilever. Je vous donne Amora, Maïs, ça appartient au groupe Unilever. Dernièrement, les copains à Dijon, ils ont fermé 3 usines deux usines sur les 3, celle de Dijon, celle d'Apoigny, ils ont gardé que celle de Chevigny. La moutarde de Dijon, il n'y a plus rien qui vient de Dijon, hein, à la Clonon, hein, elle est faite en Tchéquie. Hein. Donc ils gardent le terme. À l'époque, quand ils avaient Maille, tous les cornichons venaient de la région de Bourgogne, tous, que des producteurs. Ils ont tout arrêté. Maintenant, ça vient d'Inde, ça vient de je ne sais pas où. C'est simplement encore conditionné ici. Et dernièrement, ils ont la partie pour le marché français et la Chine achète beaucoup maïs, ça marche bien là-bas. J'aime bien l'identification maïs. Et ben ils n'ont pas trouvé mieux et on est tombé par hasard dessus. Enfin les copains là-bas à Dijon sont tombés dessus. Il y avait un conteneur qui arrivait, et bizarrement, le conteneur, il arrivait de Turquie. Il venait sur la plateforme à Dijon, là où travaillent les copains, et simplement, il devait être déchargé et rechargé dans un autre conteneur pour partir à Calais, pour qu'il soit exporté vers la Chine. Et un des copains qui est dedans, qui a la qualité, il ouvre un carton. Et il voit des cornichons mailles, avec un drapeau bleu, blanc, rouge, de coller dessus, derrière. Donc il va interroger. Et donc en fait, les cornichons avaient été achetés en Inde, avaient été conditionnés en Turquie. Et en fait, ils venaient simplement à Dijon pour que ça parte de Dijon, pour qu'en Chine, ils aient l'impression que ça soit du Made in France. Voilà. En mettant le drapeau bleu-blanc-rouge. Parce que le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est pas une certitude de Made in France. Voilà. Simplement la destination. Donc sur la communication qu'on aura, il faut trouver le bon vecteur et puis le bon truc, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, les grands groupes, ils font ce qu'ils veulent. Donc vous avez l'impression d'acheter du... Même si vous avez envie de le faire comme ça, vous n'êtes pas sûr d'acheter vraiment du Made in France. Faut pas qu'on me coupe l'appétit quand même, pour ce soir. Est-ce que vous avez d'autres exemples de choses Ouais. Alors, là peut-être parce que c'est alors sur la première question, d'autres exemples, il y a celui-là. En fait, c'est plein de petits exemples. C'est quand on se retrouve, tout simple, quand on se retrouve dans des discussions à l'extérieur, systématiquement on nous demande notre titre. Bon là, vous ne l'avez pas fait là, donc j'ai pas besoin de le faire. Mais systématiquement, on nous demande notre titre. Et ça nous barbe. J'ai pas envie. Moi, je suis comme Joël et Jean-Yves. Je suis un caluté à Fralib et puis je suis un des coopérateurs de la SCOP. Voilà, j'occupe une des fonctions, comme eux vont en occuper une quand ils vont rentrer dedans. Mais systématiquement, dès que vous êtes avec des interlocuteurs sur lesquels il faut entre guillemets commercer, si vous mettez pas un titre, ça va pas. C'est comme ça. Il y a, quand on est sur les certifications, là, on est en train de faire les certifications, il faut qu'on fasse un organigramme. Nous, on a fait un organigramme en rond, comme ça. Ça nous allait bien, on a mis le rond comme ça, autour, c'est l'Assemblée Générale. Le cercle en dessous, c'est le conseil d'administration, et le cercle de milieu, c'est le groupe de pilotage. Et tout s'imbrique dedans. Nous, ça nous allait très bien. Ben non, ça n'allait pas. Il fallait faire l'organigramme en pyramide. Avec... Donc c'est tout ça, c'est tous ces trucs-là qui nous dérangent. C'est pas trop la symbolique parce que c'est voilà, mais c'est aussi vraiment dans le fonctionnement. Voilà, c'est plus ces exemples-là, c'est ça qui nous gêne. Ensuite, l'autre question, c'était sur. Ouais, alors comment était désigné ? C'est simple. Pour le moment, tout s'est fait naturellement. Quand on est parti quand on fait le conseil d'administration, qu'on fait l'assemblée générale. On demande à l'ensemble des coopérateurs de postuler à être au conseil d'administration. Et on avait dans l'idée, il fallait que ça soit un nombre impair. Donc on avait 11. Mais on aurait pu en avoir 13. On s'était dit après, plus c'est 13 ou 15, mais pas plus. Bon, finalement, il y a eu 11 candidats. Tout le monde a été élu. Alors il y a eu, parce que voilà, on vit ensemble, il y a des... C'est pas non plus le monde des bisounours, hein, donc quelques-uns ont été rayés, etc. Parce que c'est comme ça, c'est la vie en communauté.
Mais les 11 ont été élus. Et quand on a eu les 11 d'élus, bah, on a élu dans les 11 le président, le directeur général délégué. C'est les 11 qui l'ont désigné. Et en fait, ça s'est fait naturellement parce que bah, celui qui est. Alors, pourquoi on a mis un directeur général délégué? C'est parce que fallait que le directeur général, par rapport notamment aux possibilités d'aide qu'on a, puisqu'on va bénéficier des ACRE, c'est une aide qui permet d'être exonéré des cotisations sociales pendant 12 mois à partir du moment où on est au Pôle emploi. Mais pour pouvoir que tout le monde en bénéficie, il faut que le directeur général soit lui-même bénéficiaire de l'ACRE. Comme moi-même et l'autre copain qui est président, on n'était pas au chômage puisqu'on était encore salarié d'Univers, ça ne pouvait pas être un de nous deux. Donc c'est pour ça qu'on a mis un autre copain directeur général, mais entre guillemets par rapport à la manière dont on s'est comporté dans le conflit, la part qu'il a pris dedans, lui il avait pris toute la partie mise en place de tout ce qui est de l'équipement industriel, le maintenir à niveau, etc. Donc ça s'est fait naturellement entre nous. On n'a pas eu souvenir qu'on aille chercher longtemps à savoir qui c'est qu'elle a occupé ces fonctions.